Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. J'espère que vous allez bien en ce mardi. On est bien mardi. Mardi 18 juillet 2023. On est en pleine pré-saison, début de pré-saison de l'OGC Nice. On se fait une émission ce soir pour parler de rumeurs mercato. On ne peut pas réellement parler de mercato à l'OGC Nice ou alors des mercato en départ, des joueurs partis, pourquoi pas, mais alors les arrivées, c'est le désert absolu. Dans une deuxième partie, on parlera du match qui a eu lieu le week-end dernier, vendredi soir, entre le Lausanne Sport et l'OGC Nice. Et une troisième partie sera dédiée à la perception du projet du Lausanne Sport, un peu sous pavillon Ineos, depuis leur rachat de novembre 2017, voir un peu les liens qui ont pu unir les deux clubs, peut-être les mêmes erreurs aussi, et pourquoi pas une remise en question qui permettra, je l'espère, au Lausanne Sport et à l'OGC Nice d'avancer un programme assez chargé. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir déjà d'accueillir Hugo qui fait son retour dans l'émission. J'ai l'impression qu'à chaque fois je parle de retour. Il faudrait peut-être que Ah, je salut change. Pancho. Il faudrait peut-être que je change la formule. Comment ça va, Hugo? Bah, ça va super. Très heureux de faire mon retour du coup dans l'émission pour parler de ce début de préparation. Il y a des choses intéressantes, des choses un petit peu plus frustrantes, mais ça va être intéressant et surtout le point de vue Hmm. du projet de la galaxie Ineos avec Lausanne qui risque d'être très intéressant pour le coup. On est plus trop sur une galaxie, mais effectivement, la sphère, on va dire, on est plutôt sur une sphère Ineos, effectivement. Ça faisait quelques temps qu'on avait discuté ensemble, il y a quelques semaines, Théo, pour une émission, on va dire, qu'on aurait pu appeler voilà, Connexion avec Ineos, pour voir à peu près comment ça se passe ailleurs, et aussi faire un historique global depuis le rachat, voir un peu tout ce qui a pu être mis en œuvre. Tout simplement attiser un peu notre curiosité en tant que supporter et suiveur de l'OGC Nice parce que il y a énormément de personnes qui le sont et qui suivent l'émission. Comment ça va, Théo? Merci d'être là. Salut tout le monde. Bah ça va très bien, écoute, merci. Merci pour l'invitation déjà et je me réjouis. Suiveur du football suisse et bien sûr supporter de cœur du Lausanne Sport, je ne l'ai pas dit dans l'introduction. On va commencer les gars par une micro partie mercato. L'idée c'est pas de faire une analyse piste par piste. On a entendu des noms, on a eu des clims, on a commencé à avoir l'habitude du côté de l'OGC Nice. Mais Hugo, toi, j'ai envie de te questionner plus par rapport à ton ressenti dans la période globale. On est le 18 juillet, le mercato est ouvert depuis un mois et demi. Ça fait 2 semaines que la saison, du moins la pré-saison a commencé. L'OGC Nice, malgré la compétitivité de son équipe, a des manques à certains postes. Euh, Est-ce que on est déjà dans une situation un peu rédhibitoire, à savoir est-ce que le temps perdu des dernières semaines va va nous causer du souci, on va dire, en ce début de saison qui arrive dans 3 grosses semaines. Bah, rédhibitoire pour l'ensemble de la saison, je pense pas, mais rédhibitoire pour le début du championnat, le mois d'août, forcément, ça sera le cas puisque on reprend, il me semble, la compétition dans 3 semaines. Là, l'équipe est partie en stage et comme on s'y attendait un petit peu, pas de recrues. Ce qui fait que tout le discours que Dante avait eu sur les choses qu'il ne fallait pas faire en fin de saison, finalement, ça a été le cas puisque pas de recrues tôt, donc pas d'automatisme avec l'équipe, pas de répétition amicale avant le. On ne sait pas encore quand est-ce que les recrues arriveront, mais on peut espérer que ça arrivera quand même un petit peu avant le début de la compétition. Mais dans tous les cas, ça sera un peu tard pour créer des automatismes, surtout vu le profil du nouvel entraîneur qui a des idées de jeu assez ambitieuses et qui tranche un peu avec ce qu'on a eu ces dernières années. Donc forcément, il faudra du temps pour assimiler tout ça. Donc je pense que pour le début de saison, pour être au top contre Lille le 13 août, ce sera compliqué. Mais ensuite, à voir le timing de l'arrivée des recrues, à voir les sommes et les profils qu'on visera. Tout est encore un petit peu flou, donc c'est vraiment très dur d'essayer de se projeter sur la saison à venir. Mais en tout cas, pas forcément alarmiste ou dépressif, mais un petit peu inquiet quand même avec ce mercato qui avance et les renforts qui n'arrivent pas. Effectivement, alors
on le disait un peu avant de lancer l'émission, aujourd'hui le manque se trouve dans le mercato. Certains auront des avis bien tranchés sur les manques et les besoins de cet effectif. Moi, je considère qu'il y aura deux, trois recrues maximum au vu des joueurs en présence. On verra bien comment ça se passe. Mais tu as pointé quelque chose d'important, Hugo, c'est le manque d'anticipation, que ce soit par rapport à l'entraîneur qui s'est fait un peu, j'ai l'impression, à l'emporte-pièce au dernier moment, et le manque de joueurs. Euh, Maintenant, pour toi, tu l'imagines comment, Hugo, ce mercato, même s'il est tardif, combien de joueurs, selon toi, arriveront? Et on peut aussi mettre en avant aussi cette partie de départ, énormément de joueurs qui sont partis, un décressage à hauteur de 1 200 000, 1 300 000 euros mensuels. On va dire que on est peut-être exigeant, il manque aujourd'hui des joueurs, mais toi tu imagines ce mercato comment, idéalement? Bah, comme tu l'as dit, je pense qu'il manque pas non plus grand-chose, à l'effectif de base qui est quand même déjà intéressant et sur lequel on a beaucoup investi. Donc il faut forcément, s'appuyer sur, certains joueurs. Je pense à, bah, évidemment à Terem Moffi, 30 millions, tu es obligé de t'appuyer dessus. BKBK pareil, il va falloir, à un moment donné le lancer dans la rotation. Mais sur les joueurs qu'on attend, il y a, je pense, 3 titulaires qui nous manquent. Il nous manque évidemment le fameux latéral gauche qu'on attend depuis des années. Ça, c'est vraiment le point sur lequel, moi personnellement je serais intransigeant avec bah, le recrutement. Il nous manque un milieu de terrain créateur 6-8 pour pallier le départ de Ramsey, qui, même s'il n'a pas forcément marqué les esprits, a été un titulaire plus ou moins indiscutable quand il était pas blessé. Et un ailier, droite ou gauche, pour moi, parce que je suis pas forcément fan de repartir avec Laborde, ailier gauche ou ailier droit. Je pense que c'était une solution de bricolage qui a certes fonctionné, mais qui, moi perso, me fait pas forcément, rêver sur, l'ensemble d'une saison, et parce que, Buonanni est peut-être encore un petit peu tendre pour démarrer en tant que titulaire indiscutable. Donc moi, j'ai ces 3 postes en priorité, entre guillemets «maximale», le plus vite possible, et après on pourra peut-être, il y a certains postes où, bah, il y aura débat, notamment le poste de gardien. Selon le style de Farioli, le jeu au pied, la situation de Schmeichel, c'est un petit peu nébuleux aussi. Mais oui, comme tu l'as dit, pas forcément un gros, recrutement en termes, quantitatifs, mais il faudra qu'il soit qualitatif, ça c'est sûr. Théo, de l'extérieur, comment tu analyses la situation? Quel est ton avis? Pour pas dévoiler un secret, tu disais avant le début de l'émission que tu nous trouvais exigeants. Euh, Quel est ton regard un peu sur la situation actuelle? Alors, on t'entend pas, Théo. Ouais, si j'oublie de Ah ouais, voilà, mettre le c'est micro, bien mieux, merci. c'est compliqué. Ok, du coup, je disais, bah, déjà d'un point de vue des départs, et tous les départs qui ont été actés, les Viti, Barclay, Ramsey, etc., bah, forcément, ça fait qu'il y a moins de qualité en profondeur de banc. Après, par rapport au match de samedi, c'est ce sur quoi je vais me baser, c'est ce que j'ai vu pour cette nouvelle saison. Bah, je pense que un ailier, c'est primordial, que ce soit en rotation ou titulaire, parce que il y a pas assez, je pense. Buonanni, c'est un peu tendre. Diop, excellent. Et Laborde, comme tu as dit, j'ai trouvé un peu limite sur le poste, que ce soit à gauche ou à droite. Et un latéral gauche. Je pense que ça, c'est ce qui saute aux yeux. Barre, qui a été totalement à côté de la plaque bah, samedi. Je pense que c'est un peu été pareil toute la saison passée, de ce que j'ai lu. Et je pense que c'est là où il y a les deux priorités. Et après, si on parle en profondeur de banc, qu'est-ce qui va être fait de Guessant, qui a été prêté ces 2, 3 dernières saisons? Est-ce qu'il va être gardé en rotation ou pas? Est-ce qu'il faudrait recruter un neuf remplaçant derrière Murphy? Ouais, après, je pense que c'est plutôt au niveau de la rotation. Je pense qu'un bon 11 il y est. Mais ouais, je pense qu'il y a quand même un peu de travail. Euh, on va aborder le match effectivement en détail pour revenir sur certains points parce que ça va faire justement écho à ce qu'on dit là. Mais Hugo, ce mercato, ces problèmes qu'on rencontre vraisemblablement pour finaliser des recrues, que ce soit des recrues libres, type Jonathan Bamba, que ce soit des recrues de, de premier ordre, du moins de Ligue 1, à savoir du Bellegarde ou même du Ait Nouri qui est en première ligue mais qui est un bon prospect. Ça vient d'où pour toi ces problématiques?
s'il y a plusieurs raisons. Comment tu l'expliques aujourd'hui? Bah, justement, j'ai du mal à comprendre parce qu'on nous avait parlé d'un mercato pas, en tout cas d'une baisse des moyens alloués, par Ineos, à Gisolfi à la cellule de recrutement. Et quand on parlait de baisse de moyens et de mercato entre guillemets «un petit peu plus low cost», ça collait avec les rumeurs qu'on entendait jusque-là, donc Bellegarde, Ait Nouri en prêt avec option d'achat. Je trouvais que ça collait parfaitement avec ce qui avait été annoncé, pas annoncé, mais sorti dans la presse. Hmm. Et même si on n'arrive pas en revanche à conclure ces dossiers-là, là ça deviendra quand même très inquiétant. Donc je ne sais pas d'où ça vient, si c'est, manque d'anticipation ou manque de moyens, alloués à Gisolfi pour travailler. Heu, je sais pas, mais dans tous les cas, c'est problématique si on n'arrive pas à conclure des dossiers comme Ait Nouri en prêt avec option d'achat ou Bellegarde, aux alentours de 10 millions. Je vais auto-répondre à ma question, enfin du moins tenter de donner des éléments de langage, même si on n'est que sur de l'interprétation. Mais pour moi, il y a deux choses. Déjà, il y a la concurrence. La concurrence sur le marché des transferts, c'est quelque chose de très très compliqué. On le voit, on n'est pas européen, donc forcément derrière c'est compliqué. Et le deuxième élément pour moi qui est criant, c'est que on n'a aucune stabilité dans notre projet. Notre projet, il est embryonnaire. Et donc pour convaincre des recrues, telles qu'elles soient, je pense que c'est très compliqué aujourd'hui. On n'arrive pas à persuader certains joueurs de venir chez nous. C'est pour ça que Ghisolfi, je pense, doit aussi se tourner vers des seconds couteaux, hein. Je pense à Ballo Touré. Je suis pas sûr que ce soit l'option numéro 1 en tant que latéral gauche. Mais peut-être que Ait Nouri a choisi autre chose. Peut-être qu'Ait Nouri restera à Wolverhampton. Mais en tout cas, il nous faut un latéral gauche, c'est évident. Théo, tu as commencé à en parler. On va passer au match qui s'est soldé par une défaite 3 buts à 1. 3-0 très rapidement pour le Lausanne Sport au bout de 25 minutes de jeu. Un 11 de l'OGC Nice qui a beaucoup bougé en deuxième mi-temps. Premier match de préparation, je l'ai dit. On était sur eh bien, le dernier match de préparation du Lausanne Sport avant son début de championnat qui a eu lieu ce week-end, si je ne dis pas de bêtises, Théo. Voilà. Euh, eh bien, Hugo, ce match, cette défaite, anecdotique ou tu es quand même inquiet? Non, non, inquiet, on peut l'être sur le mercato, mais sur les matchs amicaux, déjà, de manière générale, ça sert pas à grand-chose de juger le résultat brut. Faut voir, faut se plonger plutôt sur le contenu. Et là, encore plus, démarrer ta préparation au bout de 2 semaines face à une équipe qui va commencer son championnat dans une semaine, c'est peut-être pas la meilleure idée non plus qu'on ait eu dans cette prépa, parce que ça s'est vu, c'était flagrant. En tout cas, pour moi, l'écart athlétique et physique entre les deux équipes, notamment au milieu de terrain. C'est-à-dire que l'intensité, on l'a tenue 15 minutes au début et 15 minutes au début de la seconde période. Puis après, c'était devenu beaucoup plus compliqué de tenir le rythme physique d'une équipe déjà prête. Donc déjà, pour ça, on va pas être inquiet avec cette variable préparation des deux équipes qui étaient différentes. Et ensuite, on a vu quand même quelques bonnes choses, des bonnes idées, Hmm. notamment dans la relance très courte avec Boulka et les défenses centrales pour attirer le pressing adverse. Donc ça, c'était intéressant de voir que c'est des schémas qui ont déjà été préparés à l'entraînement et qui se retranscrivent en match. Par contre, beaucoup plus compliqué de passer le deuxième rideau de pressing pour sortir dans le camp adverse et se créer des occasions, ce qui était notre problème déjà sous les années Vieira, et qui se maintient. C'est vraiment arriver à trouver la fameuse verticalité et à se montrer dangereux. Mais pour un premier match, c'est plutôt intéressant de voir ces idées et des performances individuelles comme celle de Sofiane Diop, par exemple, qui était vraiment encourageante. Ouais, effectivement, une première mi-temps marquée aussi par le réalisme du Lausanne Sport. Et puis des erreurs individuelles et des exploits aussi individuels parce que le premier but, alors on notera que Melvin Barr a dansé la samba sur le dribble de l'ailier droit dont j'ai oublié le nom, mais il faut quand même la mettre, hein. Lucarne opposée, frappe puissante, c'est un beau but. Le deuxième but, c'est une perte de balle aussi de Calvin Stengs plein axe. L'attaquant qui a le temps de se retourner, qui croise sa frappe.
Bon, la deuxième mi-temps quand même bien meilleure, Hugo. Ouais, ouais, notamment avec les entrées de Sofiane Diop, comme on l'a dit, qui était vraiment, qui, lui, pour le coup, peut-être, a sans doute repris en avance parce qu'il il était déjà en très grande forme, et Alexis Claude Maurice, que j'ai beaucoup aimé dans ce rôle de relayeur entre les lignes, Mm. beaucoup plus intéressant que Stengs en première mi-temps, qui semble encore très frêle. Mais oui, on s'est créé la majorité de nos occasions sur ce début de deuxième mi-temps où on est bien reparti avec un pressing plus haut aussi et plus d'intensité. Donc on espère qu'on va se baser là-dessus pour continuer cette préparation. Et par contre, le point négatif que tu as déjà commencé à expliquer, c'est les transitions de Lausanne qui nous ont mis à mal. Et moi, c'était un petit peu mon inquiétude quand j'ai lu les articles sur Farioli et sur son style de jeu. C'est vraiment la Ligue 1 qui pardonnera pas en termes de transition si t'as pas assez de qualité technique pour casser le pressing, ou si tu presses trop haut. En Ligue 1, ça part en transition et ça pardonne pas. Et là, déjà, on l'a vu, le premier but, on essaye de ressortir au milieu, on se fait contrer tout de suite la transition. Et il me semble le deuxième avec Stengs qui perd le ballon au milieu, transition, et ça pardonne pas. Donc ça, il faudra vraiment que Farioli fasse en sorte de s'adapter aussi à la Ligue 1 sur ce point de vue-là. Trop ambitieux, tu penses, le jeu de Farioli? Ah non, non, pas trop ambitieux. On sera jamais trop ambitieux, en tout cas dans le Sous-entendu, jeu. trop ambitieux par rapport à la matière qu'il a entre les mains en ce À moment. l'heure actuelle, je pense, oui. Ça sera compliqué, je pense, si on retranscrit le 11 qu'on avait là, le 13 août face à Lille, ce sera compliqué. C'est d'où l'importance d'avoir des recrues qualitatives pour t'aider à passer ce step et coller aux idées de jeu de Farioli, tout simplement. Théo, toi, ce match, tu l'as, je suppose, bien vécu. Une victoire pour clôturer une préparation. Déjà, ton avis sur la prépa globale du Lausanne Sport, et puis sur ce match final contre l'OGC Nice, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, au niveau de la prépa globale du LS, jusqu'à ce match de samedi, bah, c'était pas glorieux. C'était pas glorieux. 4 matchs avant samedi, une victoire, un nul, deux défaites. Mais surtout au niveau des adversaires, tu perds contre Yverdon, qui a été néo-promu comme toi, et qui, on l'espère, doit finir derrière Lausanne la saison prochaine si Lausanne veut se maintenir. Et une défaite 2-1 contre Nyon, qui Nyon a été promu de la troisième à la deuxième division suisse cet Mm, été, mm. donc un échelon plus bas que le LS. Tu bats Sion 3-1 dans un bon match. Sion qui a été relégué de la Super League à la Challenge League l'année passée, donc de nouveau un échelon plus bas. Et tu fais match nul contre Neuchâtel Xamax, dernier du dernier championnat de Challenge League, et qui se maintient en barrage contre Rapperswil sur le fil. Donc voilà, globalement c'était ça. Et c'était toujours un peu des matchs à deux temps. Une première mi-temps meilleure et une deuxième mi-temps au moment où tu fais les changements tactiques, tu fais rentrer la rotation moins bonne. Et c'est aussi ce qu'on a vu samedi. Une première mi-temps globalement plus maîtrisée sur les différentes phases de jeu. Et une deuxième mi-temps où tu as beaucoup plus reculé, beaucoup plus subi suite au changement aussi. Et donc voilà, donc au niveau de la préparation, avant samedi, il n'y avait pas de quoi être optimiste. Et je pense qu'après samedi, bah, il n'y a pas de quoi être non plus beaucoup plus optimiste, même si ça rassure un peu. Tu as fait quand même 45 minutes. Si on va pas compter le dernier quart d'heure du match, je pense que les deux équipes étaient raides, à plat, il n'y avait plus aucune intensité en fin de match. 45 bonnes premières minutes où tu as bien exploité, comme tu as dit Hugo, les phases de transition. Mais Nice aussi, je pense qu'il faut relever bah, à la fois la volonté de sortir par derrière. Vu que le match n'était pas très passionnant, je me suis amusé à compter les longs dégagements des défenseurs niçois et de Boulka sur le match. Et sur tout le match, j'en ai compté deux. Deux longs ballons Mm. de la défense niçoise qui n'étaient pas une recherche d'une passe ou quoi, vraiment un dégagement sous la panique. Donc je pense que ça, c'est un très bon point pour Nice. Donc déjà, d'un premier match de préparation, après une semaine, d'avoir déjà ça d'intégrer, cette volonté de ressortir continuellement. Mais du coup, à l'inverse, il y avait aussi un gros pressing à la perte de Nice. Et forcément, tu te fais prendre en transition. Et pour le coup, Lausanne a été clinique. On n'a pas été habitué à ça l'année passée. Souvent à 1-0, tu as 4-5 occasions pour mettre le 2-0. Tu les mets pas et derrière tu prends le 1-1. Et là, en première mi-temps, je pense qu'il y a 4 occasions, 3 buts. Et je pense que la quatrième occasion que je compte, Sen et hors-jeu, c'est sur la latte là. Mm. Donc voilà, c'est 3 occasions, 3 buts. Boulka n'a rien à faire. Donc ça, pour le coup, tu as été clinique, rien à dire. Il faut que ça continue cette saison.
Donc voilà, sur la première mi-temps, je pense que c'est ce qu'il y a à dire. En deuxième mi-temps, bah, comme vous l'avez dit tous les deux, Nice est revenu avec d'autres intentions, euh, un pressing beaucoup plus intense, même s'il était déjà là en première mi-temps. Et surtout derrière la nouvelle charnière centrale, je crois que c'est Rosario et Dante qui ont joué derrière. Hmm. On était bien plus solide, bien plus haut, et qui ont empêché Lausanne du coup de partir en transition bien plus efficacement. Et ouais, je voulais aussi relever milieu de terrain niçois en première mi-temps, Boudaoui, qui pour moi a été excellent. Ah Bon, bah c'est oui. le seul qui a surnagé, le seul qui a eu un peu de personnalité. Stengs et BKBK, c'était beaucoup plus compliqué. Beaucoup d'imprécisions, beaucoup de mauvaises passes. Euh, ouais, se retourner alors qu'il faut pas se retourner alors qu'il faut se retourner, un peu toujours à contre-temps. Et voilà. Hmm. Justement, le dispositif choisi a permis aussi à un joueur comme Hicham Boudaoui et en deuxième mi-temps Reda Belayan de pouvoir être un peu les premiers relanceurs du collectif niçois. Hugo, ce choix du 4-3-3, c'est déjà un indicateur. On est dans une forme de continuité aussi par rapport à ce qu'il se faisait sous Didier Digard, avec ce milieu sentinelle qui est Hicham Boudaoui, deux ailiers et puis un attaquant, un 4-3-3 plutôt classique. Euh, Au vu de toute façon des joueurs qu'on a, on se doute que ça modulera peut-être avec un milieu un peu plus offensif dans certains scénarios et éventuellement, là ça dépend peut-être du recrutement, mais un système à 3 derrière. Du moins, de ce qu'on a pu lire, de ce qu'on a pu entendre sur Farioli, la polyvalence et l'adaptabilité sera de mise. Oui, c'est ça. Apparemment, il aime bien varier les systèmes aussi selon l'adversaire. Donc, ça restera à voir. Mais comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit tous les deux, d'ailleurs, Boudaoui, je pense que lui, il se régalera dans le système de Farioli, vu comment il a été responsabilisé déjà à la première relance, même pour casser les lignes. C'est vraiment le profil parfait, je pense, par contre, bah, pour animer ce système. Et bah, là, par contre, c'était vraiment très, très encourageant ce qu'on a vu. Et lui, bah, comme d'habitude, ça va être la condition physique, le, le problème, entre guillemets. Il faudra qu'il puisse enchaîner les matchs parce que vu son profil et le style de jeu que veut imposer Farioli, il va être, je pense, ça va être la pièce maîtresse de notre première relance et donc du coup de notre jeu cette année. Ouais, effectivement, ce milieu à 3. On a parlé aussi de cette volonté constante de repartir court. Il y a eu quand même de la difficulté une fois la première ligne de pressing passée, notamment en première mi-temps. J'ai le souvenir que plusieurs fois Boudaoui a le jeu face à lui. Il a beaucoup employé le jeu direct avec des longs ballons, la plupart du temps mal négociés. Euh, il manque toujours, enfin, après, encore une fois, tout est relatif. On est sur un premier match de préparation, mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans la continuité, déjà, d'une part, de ce manque peut-être d'animation offensif, ce manque de créativité pour mener à bien une action. Et deuxièmement, le Nice avec et sans Sofiane Diop, je pense qu'on a vu que Diop, avec sa qualité technique, avec eh bien, ses vitesses, enfin, ses prises de balles rapides, ses décalages, cette folie aussi qu'il apporte, ce déséquilibre, ça manquait énormément. Bon, un bon enseignement que celui de Sofiane Diop. On l'a dit en off, Boulka a été titulaire pendant quasiment l'entièreté du match. Boulendi a dû faire une vingtaine de minutes. Le gardien, ça va être un poste très important pour Farioli, lui, ancien entraîneur des gardiens, qui a travaillé auprès de De Zerbi justement pour travailler ce poste-là dans le dispositif de Roberto De Zerbi. Hugo, pour toi, on en est où actuellement par rapport à cette gestion-là? Euh, Même si Schmeichel, il y a quelques jours, était annoncé sur le départ, là, Schmeichel, dans ce cas présent, jouit quand même d'un avantage non négligeable sur un Boulka par rapport à son jeu au pied. Ouais, là, ça va être encore le cas épineux de la gestion des gardiens. Même si sur le jeu au pied de Schmeichel, j'ai quand même une petite nuance que j'aime bien apporter, c'est que je trouve qu'il est très bon dans le jeu mi-long, long au pied. Et que souvent, il fait quand même beaucoup d'erreurs bah, quand c'est le jeu court, justement, pour sortir. Ça arrivé plusieurs fois l'année dernière, notamment sous Digard, où dans le jeu très court que va demander Farioli, il fait pas les bons choix.
Et c'est pour ça que c'est une nuance qui est importante parce que Boulka, sur ce match-là, enfin Boulka en général, je trouve que son jeu au pied, long, mi-long est pas bon du tout. Mais dans le jeu court, là, par exemple, sur l'échantillon qu'on a eu là, j'ai pas, enfin les erreurs de relance qu'on a eues, j'ai plus trouvé que c'était en première mi-temps avec Todibo et Youssouf plutôt que Boulka qui fait un mauvais choix ou quoi. Je l'ai même trouvé plutôt intéressant, notamment dans la relation directe avec Boudaoui. Donc là aussi, c'est vraiment de la nuance et qui va aussi dépendre de ce que Farioli veut mettre en place. J'ai l'impression que c'est quand même plus du jeu très court. Donc dans ce cas-là, Boulka, ça ne me choquerait pas. Mais après, il y a quand même toujours la question de Schmeichel qui est quand même, entre guillemets, qui a la relation directe avec Radcliffe, donc potentiellement préféré. Donc là aussi, on ne sait pas du tout comment ça va s'orienter là-dessus et si ce sera vraiment le terrain qui va décider ou les éléments extérieurs. Au vu de la difficulté de ce mercato-là, est-ce que ce serait pas aussi se tirer une balle dans le pied que de se séparer de Kasper Schmeichel? Là Bah ouais, maintenant. surtout, ouais. Surtout où est-ce qu'il trouvera un point de chute entre guillemets meilleur que Nice. C'est aussi le problème de lui avoir donné, il me semble, 3 ans de contrat. Il me semble que c'était 3 ans, hein. 2 plus Donc, 1 à vérifier, mais je sais plus, mais forcément, avec le salaire qu'il touche et la situation géographique et tout, je vois mal où est-ce qu'il pourrait, lui, partir. euh, par rapport à ce match-là, Théo, par rapport à ce que tu as vu, on a parlé en off du match de notre cher roumain, prodige roumain Rareș Ilie, qui, si vous ne le savez pas, est parti en prêt du côté du Lausanne Sport. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton ressenti par rapport à sa préparation et par rapport à son match contre l'OGC Nice vendredi? Alors, sa préparation, elle est à l'image du match de samedi, vraiment. Il n'y a pas plus à tirer des matchs précédents que ce qui a attiré de ce match-là, c'est-à-dire pas grand-chose. On a un joueur, j'ai trouvé un peu, je vais pas dire manque de personnalité, je vais plutôt dire timide, un peu de peine à prendre l'initiative. Je vais pas dire se cacher non plus parce il vient un peu chercher les ballons, mais c'est un peu, voilà, un manque de personnalité dans certains choix. Ça va plutôt chercher la remise en une touche que de se retourner. Sur les 90 minutes du match, parce qu'il fait la totalité du match, je crois qu'il tente 2 fois le 1 contre 1. Il passe une fois il passe pas. Mais c'est de nouveau un peu, ouais, c'est tendre. Et puis ouais, ça manque de vivacité, ça manque de quelque chose. Et en fin de match, il passe au cœur du jeu, il passe en numéro 10. Et c'est pire que sur l'aile. On l'a encore moins vu, il a totalement disparu. Donc à voir. Je pense qu'il faut lui laisser du temps. Il est encore jeune. Et il va jouer à Lausanne, ça c'est sûr, parce que ce soit dans la rotation, j'ai de la peine à le voir titulaire aujourd'hui, parce qu'il y a quand même du monde sur les ailes à Lausanne. Baldé est excellent. Sur l'autre côté, ça Schweitzer, qui est meilleur passeur du club la saison passée. Donc, dans un premier temps, dans la rotation, j'ai de la peine à le voir s'imposer, mais il va avoir du temps de jeu, parce qu'il y a quatre ailiers de métier à Lausanne. Seulement, dans une saison à 36 matchs, tu auras du temps de jeu, à lui de le saisir. Hmm. Dans la continuité un peu de son prêt, de ses prêts, il me semble qu'il avait été prêté dans 2 clubs l'année dernière pour sa première saison avec l'OGC Nice. Tu parles de Ilie comme un ailier, mais est-ce que c'est réellement un ailier finalement? C'est un peu la question, ouais, de ce qu'on voit. Il a l'air de plutôt vouloir le ballon dans les pieds que de le vouloir en profondeur. Il a l'air d'être un peu réticent ou un contre un, donc forcément, peut-être le voir en 10. Mais le problème, c'est que bah, Lausanne alterne en 4-3-3 et 3-5-2. Donc ouais, est-ce qu'en soutien de l'attaquant, c'est encore un rôle différent, 9,5? Je sais pas, à voir. Mais en tout cas pas en 8 relayeurs dans un 4-3-3, ça c'est sûr. Mais lui laisser le temps, je pense. Hugo, par rapport au match, est-ce qu'il y a d'autres prestations, d'autres éléments qui n'ont pas été évoqués que tu souhaitais mettre en avant? Ouais, peut-être une petite mention honorable au petit Tom Louchet que j'avais encore jamais vu jouer, que j'ai trouvé intéressant, trimballer latéral droit puis latéral gauche, alors qu'il semblait que c'était plutôt un joueur offensif en réserve ou chez les jeunes à confirmer ça. Et j'ai trouvé plutôt intéressant avec une bonne qualité de pied, entreprenant sur son côté, sur son couloir, donc intéressant. Et Evan Guessant aussi qu'on avait retrouvé après un an de prêt, un peu mitigé, positif sur le début et moins bien ensuite du côté de Nantes, et que j'ai trouvé
disponible, un peu plus mobile que Mofi. Donc intéressant aussi, même si je ne suis pas sûr qu'il reste au club vu la concurrence au poste de numéro 9. Mais voilà, c'est deux petites mentions honorables à Loucher et à Guessant. Très bien. Oui, j'ai bien aimé aussi la rentrée de Evan Guessant et celle d'Alexis Claude Maurice, comme tu as pu le signifier. Et encore une fois, en première mi-temps, alors il y a eu des matchs comme ça, mais Terem Moffi a dû toucher peut-être à tout casser un ballon. Et je compte pas le ballon sur les réengagements naturellement, mais ça a été très très compliqué de le trouver. Et ça aussi, c'est un problème. Mais encore une fois, on est en début de préparation, on ne tire pas de conclusion hâtive, mais il se trouve qu'il y a certains problèmes qui étaient présents aussi l'année dernière, qui le sont toujours, et notamment le fait de pouvoir toucher Mofi. S'il y a peut-être une action en première mi-temps où il déborde et il centre à la limite, mais c'est vraiment léger. Euh, sur ce match, moi j'ai pas noté d'autres choses. Ça parle de Alexis Claude Maurice dans le chat. Alexis nous dit Alexis Claude Maurice pas mauvais en 8. Nissar Deta nous demande ça remonte à quand une intersaison réussie du côté de l'OGC Nice. 86 peut-être à vérifier, mais j'en sais strictement rien. Mais c'est vrai que. Ah ouais, euh, ouais, la saison actuelle est Ben Arfa. ah oui, Enfin, oui, c'est vrai, c'est on met vrai, des c'est vrai. taux à Galatasaray et tout. Mais Oui, ça date, hein, ça commence déjà à dater. Ça a annoncé effectivement quelque chose de grand. Mais Théo, il faut que tu saches que l'ADN du club de l'OGC Nice, c'est normalement plus la pré-saison est naze et normalement plus la saison est belle après. Donc voilà, si on perd 3-1 contre Lausanne lors du premier match, c'est pas bien grave, hein. L'essentiel étant d'être prêt le week-end du 12-13. On se rassure comme on peut. Euh, Ouais, Mario Dante, Belanda aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il y avait une équipe. Messieurs, je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission. Alors, passer le match, de toute manière, bon, vous avez vu le match si vous regardez cette émission en live ou en différé. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que Nice rejoue contre Montpellier justement en stage en Espagne. Alors, j'ai plus la date, ce week-end. Samedi, là. Samedi, Ouais, ce ok. samedi à 11h. Ok. Donc on va suivre attentivement ce match. Alors Théo, c'est un peu ta partie. L'objectif de l'émission, je le répète, c'était de faire une pierre deux coups, parler du match en compagnie de Théo. À moins que tu aies quelque chose à rajouter sur le match, Théo, je t'ai pas demandé. Non, Non, je pense qu'on a été assez complet. très bien. L'objectif, c'était aussi de faire un point sur le projet de Lausanne sous pavillon anglais parce que, Ineos a racheté le Lausanne Sport fin 2017. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont été décidées au sein du club. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes choses. Théo, déjà, est-ce que tu peux nous faire un petit historique par rapport déjà à la place que Lausanne occupait avant le rachat d'Ineos dans le championnat suisse et ensuite, chronologiquement, euh, voilà, les différentes étapes afin qu'on puisse y voir un peu plus clair. Ouais, alors j'ai relevé trois phases depuis le rachat d'Ineos en novembre 2017. La première, elle commence naturellement au moment du rachat, en novembre 2017. Et au moment du rachat, on en a discuté un peu avant l'émission. C'était un peu le même discours qu'à Nice. Objectif Europe dans 3, 4, 5 ans. On est 5 ans et demi plus tard et spoiler, le LS n'a pas encore atteint l'Europe. Au moment du rachat, le LS est sixième du championnat, j'ai recherché, et jamais vraiment inquiété par la relégation. Vient de monter en Super League. Mais le problème, c'est que 6 mois plus tard, fin de saison, le LS est relégué. Donc forcément, coup d'arrêt dans le projet. Tu perds forcément au moins une saison. Mais le problème, c'est que on rentre dans la deuxième phase. La remontée numéro 1, bah, la remontée numéro 1, elle prend 2 saisons. La première saison, c'est un échec total. Il me semble que c'est Servette qui monte cette année-là. Et Lausanne ne monte pas. Et tu dois attendre une deuxième année pour monter. Donc au terme de la saison 2019-2020. Donc on est déjà 3 ans quasiment plus tard, 2 ans et demi plus tard, 2 ans et demi après le rachat de Ineos. Et donc là, on rentre dans la deuxième phase, après cette première remontée. Donc tu fais une très bonne saison, sixième du championnat, tu as plus de 10 points d'avance sur la barre. Et ça a même un peu flirté avec l'Europe quelques semaines. Donc tu te dis que voilà, le projet Ineos est enfin lancé. Mais à l'intersaison, surprise, tu te sépares de Giorgio Contini, qui était alors coach à l'époque, le coach de la remontée et le coach de cette bonne saison.
Et l'explication qui est donnée, il n'y en a pas vraiment, mais ce qui sort un peu, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas été choisi par Souleymane Cissé. Souleymane Cissé, on en reparlera un peu plus tard, je pense, au moment d'aborder les recrutements sur Pavillon Ineos Souleymane Cissé à Lausanne. qui arrivait en même temps qu'Ineos ou qui arrivait un peu plus tard? Il me semble qu'il arrive une saison plus tard, je ne veux pas dire de bêtises. Il me semble qu'il arrive une saison plus tard, et donc 2 ans, bah, un an après son arrivée, il se sépare de Giorgio Contini, coach très apprécié, qui prône un beau jeu. Et Giorgio Contini, bah, il est mal remplacé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et suite à cette bonne saison où tu finis sixième du championnat, on a parlé aussi, tu as toute cette vague de départ de joueurs prêtés par l'OGC Nice. On en parlera aussi plus tard, mais les Evan Guessant, les Dacunia, non, Mahou reste actuellement, mais les Brazao, etc. Tous ces joueurs-là qui ont fait du bien à Lausanne cette année-là partent. Et forcément, ils sont mal remplacés parce que remplacer 7 joueurs, c'est difficile en un mercato. Et donc, au terme de la saison suivante, après une seule, du coup, ta deuxième saison dans l'élite, tu es relégué après une saison cataclysmique. Donc là, on est l'été passé. Tu finis avec 18 points de retard sur la barre. Et donc, ton projet, il prend encore un coup d'arrêt. Et il permet de rentrer, du coup, dans la troisième phase depuis le rachat d'Ineos, qui est en fait la deuxième remontée, celle qu'on a vécue bah, il y a quelques semaines en arrière. Une promotion qui a été bien plus difficile que la dernière. Celle d'il y a 2 ans en arrière, tu une saison de tous les records, au plein milieu du Covid, tu finis, je crois, avec 10 points d'avance sur le deuxième. Cette année, tu te bats jusqu'à la dernière seconde, tu gagnes 1-0 le dernier match. S'il y a 1-1, tu pars en barrage, un barrage compliqué contre le F Session. Tu arrives à te promouvoir grâce à un changement de formule. La Super League passe de 10 à 12, donc ça a permis 2 promotions directes. Tu finis deuxième du championnat, derrière Yverdon, qui a un budget 5 fois inférieur au LS. Donc on peut dire une promotion pas vraiment toute maîtrisée, mais l'essentiel, il était ailleurs. Et l'essentiel, je pense qu'il commence maintenant, dans une semaine, en fait, qui est enfin de s'établir en Super League, ce qui n'a pas été fait. Tu as fait 2 saisons en Super League depuis le rachat d'Ineos. C'est pas assez. Et donc, on est 5 ans et demi après le rachat. Et on peut dire que pour l'instant, bah, c'est un échec clair du projet Ineos à Lausanne. Maintenant, à voir. Il y a un grand ménage qui a été fait l'été passé. Tu as Bob Radcliffe qui est parti de la présidence, qui a été remplacé, Souleymane Cissé qui a été viré, démissionné, viré, on ne sait pas trop, qui était vraiment décrié par les supporters. Il y avait des banderoles à peu près à tous les matchs il y a 2 ans en arrière. Ouais, c'était pas très clair son rôle à Lausanne. Il se dit qu'il a encore un rôle au sein d'Ineos. On sait pas trop. Il y a une recrue cette année, Traoré, bon, qui vient du RC Abidjan. Vous connaissez bien aussi à Nice le RC Abidjan. Ce Traoré qui a signé cet été à Lausanne, il n'est pas passé par Nice pour le coup. Il a 18 ans, à voir. On l'a pas vu en match de préparation pour le moment, je crois. En tout cas, on l'a pas vu à Nice, contre Nice. Donc à voir. Est-ce que vraiment si c'est encore ce rôle au sein d'Ineos? Je pense. Je pense. Et voilà. Voilà un peu l'historique. Ouais. Déjà, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Hugo. Bien sûr, chaque club et chaque projet est différent. Déjà, c'est très, très intéressant, je trouve. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est, tu parlais de cette remise en question l'été dernier. Le fait qu'ils aient changé les hommes en place. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour qu'il y ait cette prise de conscience-là? Est-ce que Ineos s'est rendu compte que, eh bien, depuis le rachat, c'était quand même compliqué? Alors, c'est rendu compte, je pense qu'ils n'ont pas eu le choix de se rendre compte, parce qu'il y a eu vraiment un fort appel des supporters pour que Cissé s'en aille, parce que ça n'allait pas, les campagnes de recrutement, c'était cataclysmique. Mais après, les hommes qui les ont remplacés, c'est un peu un mot fort, remplacé, parce que le nouveau président du LS, c'est un homme qui n'a jamais goûté au monde du football avant. C'est un pur homme d'affaires. Et il disait encore en interview là, il y a quelques jours, je crois, en arrière, qu'il avait pris beaucoup de plaisir à venir au stade cette année, mais que la tactique et les joueurs, etc., c'était pas son fort. Ce qui est un problème dans le sens où Souleymane Cissé, justement, n'a pas été remplacé. Il n'y a pas de directeur sportif au Lausanne Sport aujourd'hui et ça fait un an. Et donc, 3 campagnes mercato, l'été passé, l'hiver passé et cet été, qui se font sans directeur sportif. Donc, Ludovic Magnin, le coach, a un peu cette double casquette de devoir choisir ses joueurs, de devoir coacher en parallèle. Ça, sur court terme, je pense que ça pose pas beaucoup de problèmes. Je pense que même le coach, il est un peu content de pouvoir choisir ses joueurs, hein. Ça se passe pas toujours comme ça. Mais je pense que sur le moyen long terme, ça peut poser problème de ne pas avoir quelqu'un au-dessus de l'entraîneur qui a un projet cohérent
sur un plus long terme. Et c'est prévu qu'un nouveau directeur sportif soit nommé du côté du Lausanne Sport? Alors, c'est prévu, justement, le président s'est exprimé dans une interview la semaine passée, où il a dit qu'il cherchait un nouveau directeur sportif et que ça devrait être fait en cours de saison. En cours de saison. En cours de saison. Ouais, non, c'est pas une priorité pour le mercato maintenant. Faut que le Encore un point mercato se fera sans commun. directeur C'est sportif. ça, c'est ouais, ouais, une restructuration en cours de saison. Tiens, tiens, ça arrive aussi dans d'autres clubs. Hugo, est-ce que tu as des questions à poser à Théo? Une déjà, Ouais. peut-être? Ouais, moi je voulais savoir, est-ce que au niveau des investissements, quand ils sont arrivés, est-ce qu'il y a eu un peu à la manière de ce qui s'est passé à Nice, tout de suite quand même d'assez gros investissements plus haut que ce qui était l'habitude du club? Et est-ce qu'au moment où donc Ineos a racheté Nice en 2019, est-ce que vous avez eu une chute de ces investissements, un petit peu comme la crainte qu'on a nous vis-à-vis du rachat de Manchester United? Alors, ils arrivent en novembre et le mercato suivant, donc 2 mois plus tard, oui, il y a des gros investissements. Le LS sort 2,5 millions de mémoire, plus des joueurs avec des montants pas communiqués. Le LS communique pas toujours sur ces montants. Mm. Donc, au moins 2,5 millions d'investissement. Bon, tout ça pour redescendre 6 mois plus tard, mais bon. Et j'ai l'impression que suite à ça, ça a été un peu l'inverse. Pas forcément depuis le rachat, mais après ce mercato-là, il y a eu beaucoup, beaucoup moins d'investissements et j'ai ressorti les chiffres. Depuis le rachat d'Ineos, il y a eu très peu de dépenses. Donc en 5 ans et demi, il y a eu 6,7 millions de dépensés, mais plus de 14 millions d'euros de ventes, de francs, pardon, maintenant c'est un peu égal à l'euro, de ventes. Donc on a 7 millions et demi de plus-value qui n'ont pas été réinvestis. Et ça, c'est sans compter le pourcentage à la revente d'Amdouni, qui a été vendu pour 18 millions là, à Hmm. Burnley, sûrement un pourcentage à la revente, ni le prix de la vente de Endoy à Nice, qui n'a pas été communiqué non plus, ou en tout cas, j'ai pas trouvé le montant. Donc on est à au moins 7 millions et demi de plus-value depuis le rachat d'Ineos. Ça a beaucoup fonctionné un peu par opportunité, un peu à l'image de ce mercato maintenant. On recrute Dussen, libre, ancien capitaine de Liège. On recrute Sen, qui est un petit pari, libre aussi, en fin de contrat à Bâle, qui a fait une bonne saison il y a 2 ans. Donc voilà, plutôt des mercatos d'opportunité depuis là. Puis les prêts de Nice, on en a parlé, hein, les Zohri, les Thomas, les Ouattara, les Nguessan, les Mahou, les Guessant, les Dacunia, les Brazao, etc. Beaucoup de prêts de Nice aussi. Mais non, très peu d'investissements en clair. Ok. Et ça s'est manifesté comment, du coup, ce changement l'été dernier? Tu as parlé des hommes. Il y a eu aussi une prise de pouvoir de Ludovic Magnin dans le club. Euh, concrètement, euh, est-ce que sur le terrain ça se voyait aussi? Est-ce qu'il y a une stabilité aussi dans le choix des joueurs? Par exemple, là, de la montée à cette année, euh, est-ce qu'il y a eu beaucoup de départs cette année? Beaucoup de... Alors non, justement, c'est un peu la crainte quand tu montes, c'est de te faire dépouiller tes meilleurs joueurs. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les joueurs qui sont partis étaient soit des joueurs de rotation, soit un peu des indésirables, que ce soit en fin de contrat ou pas d'ailleurs. Ça, pour le coup, le LS a fait un bon travail de dégraissage d'effectifs. Mais du coup, il n'y a pas eu de perte de qualité. Ça, c'est sûr. Cet été, il n'y a pas eu de perte de qualité. Mais est-ce qu'il y a eu un gain? Ça, je suis pas sûr. Et c'est un peu inquiétant quand tu survoles pas la deuxième division d'arriver en Super League avec un effectif plus ou moins similaire. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, bah, c'est comme j'ai dit, c'est beaucoup d'opportunités. L'année passée, bah, déjà depuis que Cissé n'est plus là et que c'est Magnien qui gère un peu ce recrutement, on est beaucoup plus dans le local. On est beaucoup moins à aller chercher des joueurs justement bah, en France, où il y a eu aussi quelques joueurs norvégiens, Serbe ou LS. Et on est beaucoup moins dans ça. Ça va chercher plutôt les bons joueurs de deuxième division ou un peu des opportunités en prêt de première division. Ça, je trouve que c'est un bon point parce que ça permet d'avoir des joueurs, pas beaucoup moins de paris en soi. C'est un pari d'un joueur qui va fonctionner ou pas fonctionner, on ne sait pas trop. Et des joueurs qui connaissent le championnat. Si je prends un Schwitzer qui est meilleur passeur la saison passée du LS, bah, l'année d'avant, il est meilleur passeur de Challenge League déjà. Voilà. Mais je pense il y avait des bons coups à faire au niveau de la Challenge League cet été qui n'ont pas été faits. Ça, c'est un peu dommage. Je pense à un Vladi qui est parti à Lugano, alors que je pense que le LS avait de quoi l'attirer. Mais les meilleurs coups du LS ces dernières saisons, s'il n'y a aucun doute, ils ont été faits en Suisse. Amdouni qui est recruté à Stade Lausanne. C'est ton plus gros investissement, 2,5 millions. Mais derrière, tu le vends 6 millions à Bâle.
Donc au final, ça vaut le coup d'investir. Brighton Labo, qui est meilleur joueur, meilleur buteur du championnat l'année passée en Challenge League, que tu recrutes aussi à Stade Lausanne, donc local. Donc ouais, le seul investissement à l'étranger, il y en a eu deux en fait, c'est Baldé, qui a fait beaucoup de mal à Nice samedi et qui a fait une très bonne fin de saison, que tu payes 1 million. Et c'est Berned, que vous connaissez un peu en France, ancien international espoir, passé par Paris, passé par Salzbourg aussi, qui a des matchs en Ligue des Champions, qui a été prêté l'année passée et qui a été racheté cet été. Donc ça, c'est les deux bonnes nouvelles. Donc maintenant, on verra. Hmm. Il y a le Lausannois que je salue qui nous dit la chose suivante. Aujourd'hui, comme à Nice, ils parlent d'un projet au rabais par rapport à l'initial. Ils veulent s'installer en D1 Suisse, jouer le milieu du tableau à terme et espérer l'Europe de temps en temps. Ouais, donc il y a pas mal de liens. Lou Payasu qui nous demande concernant l'équipementier. Je ne sais pas si tu le sais, mais ça fait combien de temps à peu près que vous êtes chez le Coq Sportif? Parce que bon, là on est sur un autre débat, des maillots, un débat un peu enflammé. Bah, il faut bien qu'on se mette quelque chose sous Je la veux pas dent, dire hein. de bêtises, mais il me semble que la saison qui arrive, ça doit être la 3e ou 4e saison chez le Coq Sportif. On arrive en fin de contrat, je crois. Chez le Coq Sportif, c'est la dernière année, je crois, là-bas. Ok, ok, ok. Euh, Moi, j'ai pas forcément plus de questions que ça. Est-ce qu'il y a eu, si, la communication depuis que Ineos est arrivé au Lausanne Sport, il y a eu effectivement la communication en arrivant, le projet européen, etc., etc. Mais est-ce qu'il y a eu des interventions dans la presse, on va dire des moments importants où la parole du propriétaire est intervenue pour Lausanne? Je sais pas, par exemple, au moment où Lausanne descend, euh, est-ce qu'il y a eu une prise de parole disant, histoire d'éteindre un peu le feu, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Alors, ouais, ouais. Alors, de mémoire, au moment de la deuxième descente, du coup, l'été passé, Ineos annonce qu'ils vont pas lâcher le LS, que c'est pas dans les plans de lâcher le LS. Et j'ai envie de dire encore heureux. Mais non, je trouve qu'il y a eu un grand flou autour de la communication, notamment autour du cas Cissé. L'année de la dernière relégation, donc il y a une année et demie, à l'intersaison, en Suisse, il y a une grande période à Noël de pause. T'arrêtes en décembre et tu reprends début février, je crois. C'est une grande pause parce que tu reprends assez tôt l'été, comme vous voyez, on reprend la semaine prochaine. Et à ce moment-là, bah, Ilya Borenovic, qui est le coach, est en mal de résultats, mais il est confirmé à la tête du LS. Donc il passe la trêve à préparer sa deuxième partie de saison. Et de mémoire, une semaine après la reprise, il est démis de ses fonctions. Donc là, ça Hmm. a créé un peu une incompréhension. Pourquoi tu le vires pas avant? Et ouais, mais il n'y a pas eu plus de communication que ça pour soutenir ces hommes. Je crois que même pour quand Cissé est démis de ses fonctions, il n'y a pas eu. Ouais, il y a eu un communiqué pour dire qu'il était démis de ses fonctions, mais je crois que c'est pas allé au-delà de ça. Hmm. Ça rejoint un petit peu une question que je voulais poser par rapport pas, à l'investissement pas financier, mais par exemple, est-ce que nous, à Nice, on se plaint souvent que Jim Ratcliffe, le propriétaire, n'est pas souvent au stade ou qu'il est peu, ou qu'il s'en fiche. Il a l'air de s'en ficher totalement du club. Et la question, c'est à Lausanne, est-ce qu'il vient des fois au match? Est-ce qu'il se montre vraiment investi dans le projet? Alors pour le coup, le nouveau président a fait, je crois, pas les 100%, mais pas loin des matchs à domicile l'année passée. Donc ça, pour le coup, il s'investit de ce point de vue-là, même s'il dit lui-même qu'il connaît pas grand-chose au foot. Et je crois que j'ai vu passer sur Twitter un supporter qui l'interpellait justement sur cette nouvelle saison et sur un peu les ambitions du LS, et il lui a justement répondu. Et il s'est excusé de ne pas être présent samedi passé au Bois-Gentil, et que c'était évidemment son objectif d'être présent au maximum de matchs possibles du LS la saison qui vient. Donc ça, pour le coup, il est très investi là-dedans. Et Jim Ratcliffe, parce que je le visais plus lui aussi, le propriétaire, du coup, est-ce qu'il vient souvent du Alors côté de lui, je crois Lausanne? qu'il fait la présence obligatoire en début d'année à l'Assemblée, et c'est à peu près tout. Et donc, du Ok. coup, son frère, Bob Radcliffe, il n'y a plus aucun lien avec le Lausanne Sport. Non, lui, plus rien. Hmm. Depuis l'été passé, du coup. Ouais, c'est beaucoup de similitudes avec ce qui se passe à l'OGC Nice. Et quand tu parles de flou dans la communication, quant au départ de Souleymane Cissé,
ou quant au départ du coach après la trêve, etc., ça fait écho à pas mal de choses qui ont été gérées et la technique voilà, de tout mettre sous le tapis et de ne rien dire touche nos deux clubs. On est dans le même bateau. Est-ce que tu es toujours confiant avec Ineos aux manettes ou pas? Je pense que oui, parce que le problème du football suisse en général, quand t'es pas à Young Boys, quand t'es pas à Bâle, c'est l'argent. Et je pense que s'il y a un truc que Ineos a, c'est ça. Donc déjà, ça enlève une grosse pression au club que de pas avoir à se soucier de ses finances. Donc je pense que là-dessus, au moins on est serein et ça permet au moins de penser qu'au sportif, même s'il y a de l'extra sportif, etc. Si c'est que de l'extra sportif. Mais c'est beaucoup plus du sportif que les problèmes de faillite, etc. Le LS a fait faillite il y a maintenant 20 ans en arrière, donc forcément se reconstruire après, c'est pas toujours évident. Et surtout dans le football roman, il y a que ça des faillites. Il y a Xamax qui a fait faillite il y a moins de 10 ans, Servette pareil, Sion il y a 20 ans en arrière quand Constantin lâche le club avant de revenir. Donc je pense que oui, je suis confiant de ce point de vue-là parce que ça permet déjà au club de s'installer dans le foot dans sa généralité et de pas craindre une relégation. Après, d'un point de vue sportif, bah, ça dépend toujours des hommes qui sont mis en place. Je pense que plus les hommes sont éloignés de la galaxie Ineos, mieux c'est. C'est pour ça que j'étais assez content du choix de Magnan. C'est un Lausannois, c'est quelqu'un qui connaît le foot, c'est un ancien international, et c'est quelqu'un qui a rien à voir avec cette sphère un peu plus business. Hmm. Hugo, est-ce que tu avais, quelque chose à rajouter en particulier? Si vous avez des questions sur le chat, c'est le moment. S'il y a des choses qui vous questionnent ou qu'on n'a pas évoquées, n'hésitez pas, c'est le moment. Non, moi, juste, je trouve que c'est vraiment frappant, comme on l'a dit plusieurs fois, la similitude entre les cas Lausanne et Nice. Et, entre guillemets, ils ont refait la même erreur, entre guillemets, deux fois, c'est-à-dire d'investir dans un club, de donner, entre guillemets, pas des faux espoirs, mais des ambitions élevées et de mal s'entourer, de mal connaître bah, le, pas le territoire local, mais de mal connaître les clubs dans lesquels ils vont, et du coup de pas non plus trop s'investir, de gérer ça d'un peu loin, en visant toujours ce qu'ils visent depuis le début, c'est-à-dire le club anglais. Donc c'est sûr que si tu t'engages pas 200% dans le club que tu as, bah forcément ça donne des résultats un petit peu bancals. Et même si tu as la sécurité financière, bah, tu as fait rêver un petit peu entre guillemets les gens pour rien, et tu n'as pas vraiment donné les moyens. Enfin, si tu as donné les moyens financiers, mais tu t'es pas donné vraiment tous les moyens pour réussir, parce que c'est entre guillemets, pas tu t'en fous, mais forcément on sait qu'ils visent le club de première ligue depuis le début, et ça c'est assez désolant. Mais ouais, voilà. Théo, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Ouais, je trouve que ça, c'est un point important. C'est des gars qui connaissent pas le football dans lequel ils s'installent. Tu prends les Cissé ou les Casanova, qui ont été coach du LS, par exemple. C'est des gars qui connaissent pas le football suisse. Casanova, pour sa première interview d'après-match, il appelle un de ses joueurs le petit japonais, tu vois, c'est pour te dire. Il connaît pas les prénoms, il connaît pas les noms. C'est des gars qui savent pas où ils mettent les pieds. Je pense que c'est pareil à Nice, même si le football français est un peu moins de niche que le football suisse. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des gars qui connaissent le football suisse. Il y en a plein, des compétents. Tu prends Stade Lausanne, qui a un directeur sportif qui fait des miracles avec un budget de rien du tout, qui va dénicher Zeki Amdouni à l'Étoile Carouge, qui va dénicher Brighton Labo, qui va dénicher des Teddy Oku. Je sais pas si vous avez entendu parler, qui maintenant a signé à Lucerne. Voilà, il y a des gars compétents partout. Il faut juste savoir s'entourer des bonnes personnes. Donc voilà. Ouais, effectivement, effectivement. Non, mais un grand merci en tout cas pour ces éclairages, Théo. Je sais pas si c'est pour nous rassurer ou pas. Moi, en tout cas, ce que je retiens, c'est que l'été dernier, il y a eu une sorte de remise en question. Il y a eu un ménage qui a été fait. C'est aussi le lot de d'autres projets. Je pense qu'effectivement, Ineos a eu besoin et a besoin d'avoir un peu plus d'humilité. Voilà. De savoir s'entourer des personnes compétentes dans le milieu désigné afin de mener à bien les objectifs et surtout arrêter avec la communication bling bling à outrance. Ça ne sert à rien si ce n'est à mettre la pression sur les hommes en place et sur le projet de manière générale.
Hugo, Théo, un grand merci à tous les deux pour votre venue dans l'émission. On essaiera de se faire peut-être un petit débrief ensemble. Alors, ce sera sûrement sur Twitter, parce que je n'aurai pas mon matériel de streaming après Montpellier. Je vous communiquerai tout ça sur Twitter en temps et en heure. Théo, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Lausanne Sport? Déjà un maintien en première division, ce serait pas mal. Un maintien en première division, ça serait déjà très bien, sans trembler jusqu'à la dernière journée si possible. Et on serait très heureux. Ok, bah au plaisir de passer vous voir peut-être d'ici peu du côté de Lausanne. Hugo, merci pour ta venue et puis tu reviens quand tu veux. Bah, avec plaisir, merci à toi et merci à Théo pour cette émission qui était franchement très intéressante. Merci pour l'invitation. Bonne soirée à tous, salut salut. Salut! Ciao.